Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager mon expérience d'un processus qui a été assez long pour moi, d'environ 2 mois, et dans lequel, petit à petit, à travers plusieurs étapes, je suis rentré en contact avec mon bébé intérieur pour finalement, après 4 jours d'ayahuasca, vivre une renaissance. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup appris sur moi-même, appris sur la place que je m'autorisais à prendre dans le monde, sur la place dans laquelle je m'étais enfermé aussi. Mon but avec cette vidéo, c'est d'aller explorer les compréhensions que j'ai eues au fil du temps, les blessures que j'ai découvertes, les partager avec vous, afin que peut-être elles résonnent avec certaines de vos blessures, et puissent vous-même vous amener à réfléchir différemment sur vous-même, ou peut-être simplement vous montrer une manière qu'on peut avoir de s'interroger sur soi-même, et avec l'espoir que ça puisse vous encourager ou vous motiver à vous-même faire un travail d'introspection. Alors pour commencer, la première fois que ce thème est apparu dans ma vie, c'était de manière complètement par hasard. J'avais prévu de faire une séance de Chosif avec Alessandra, ma colocataire. Et la Chosif, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est un peu comme une constellation familiale, mais plutôt que d'illustrer des parties de nous-mêmes à travers d'autres individus, on va les illustrer à travers des symboles, des objets sur une table. Le but, c'est d'avoir plein d'objets avec nous, vraiment des caisses pleines. Et au fur et à mesure de la séance, on va se laisser guider par son intuition pour choisir des objets qui représentent des parties de nous-mêmes, pour ensuite les poser sur la table et essayer d'imager le théâtre intérieur que l'on peut avoir des différentes parties de nous-mêmes. Le but de cette séance, c'était de voir ce qui me bloquait par rapport au travail, pour quelles raisons j'arrivais pas à incarner ma force créatrice à travers YouTube, à travers les accompagnements que j'aimerais offrir. Quelles étaient les peurs et les croyances limitantes qui me bloquaient par rapport à ça. Assez rapidement dans la séance, il a fallu me représenter moi par rapport à cette situation qu'est le travail. Et l'objet qui m'est venu immédiatement, c'était ce petit bébé. Forcément, déjà symboliquement, il y a mieux qu'être représenté par un bébé qu'on essaye de fonctionner dans le monde de la vie de tous les jours en tant qu'adulte. Et non seulement il y avait ce bébé, mais en plus, plus tard, au fil de la séance, il s'est avéré que ce bébé, en plus, était enfermé sous un sarcophage, comme vous pouvez le voir ici, qui était un peu comme une prison. Et en fait, on a compris que c'est le ressentiment que j'ai depuis ma naissance, en fait. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais juste après ma naissance, ma mère était partie une semaine à l'étranger et m'avait laissé avec mon père. Et elle avait perdu l'allaitement aussi durant cette période. Et pour moi, ça a vraiment été un événement, enfin pour moi en tant que bébé, un événement qui a été très marquant et blessant et qui a un peu été la source de mon identité, où à partir de ce moment-là, je me suis senti malvenu. J'ai senti que j'avais fait quelque chose de faux et que j'ai jamais réussi en fait à vraiment dépasser cette blessure de ma petite enfance, et je suis resté bloqué dedans. Et en fait, quand on commence à s'intéresser vraiment aux blessures, on se rend compte que on a tendance, même une fois adulte, à revenir à un état émotionnel qui correspond à l'âge qu'on avait au moment où on a eu la blessure. Alors forcément, ayant eu cette blessure en tant que nourrisson, étant représenté en tant que bébé avec un sarcophage sur lui, en plus le bébé a un petit soleil dans la poitrine, et le sarcophage vient le cacher. Ça montre bien
la douleur et l'enfermement dans lequel ce bébé était. Et tout le long de la séance, je me rappelle plus précisément, j'avais pas prévu de faire une vidéo sur cette séance particulièrement, mais on avait réussi à amener des symboles ressources, de soutien, qui au fur et à mesure avaient quand même permis de retirer le sarcophage, mais on n'avait pas réussi à aller plus loin, et au final, à la fin de la séance, il y avait quand même toujours ce petit bébé qui était face au monde du travail, face aux obligations de la vie, et qui ne savait pas comment agir dans ce monde. Et pour moi, ça a été un peu une grande difficulté toute ma vie. J'ai toujours eu l'impression que j'étais pas du tout en capacité de répondre aux attentes de la société. Ce qui est normal si une grande partie de moi était restée en fait à cet état de blessure de nourrisson de bébé. Et après cette séance, j'avais pris du LSD aussi d'ailleurs pour cette séance. Du coup, de mon expérience, quand on travaille avec des symboles, si on le fait avec du LSD, on va être beaucoup plus proche du symbole et le symbole va vraiment s'imprégner plus profondément en nous. Et du coup, travailler avec lui en tant qu'objet peut amener plus de différences par la suite. Mais là, on était un peu resté sur notre faim avec cette séance. On n'avait pas réussi à vraiment débloquer le problème. Et par la suite, j'y avais plus trop pensé. J'avais rangé les objets dans une caisse et j'avais avancé dans ma vie. Et je pense environ 2-3 semaines plus tard, il y a eu mon anniversaire. J'ai eu 35 ans, le 31 octobre. Et déjà là, pour une raison ou une autre, cette année, j'ai senti le besoin de fêter mon anniversaire. Alors que je ne l'avais pas fait depuis, je ne sais pas précisément, mais 9 ou 10 ans. Je m'étais toujours dit qu'il n'y avait rien à fêter, que de toute manière, la vie c'était nul, alors pourquoi la fêter? Et là, cette année, je pense lié à tout le travail que j'ai fait ces derniers temps sur moi-même, je me suis dit non, quand même, fête ton anniversaire. Du coup, je l'ai fêté, et le lendemain, le 1er novembre, c'était la nouvelle lune en Scorpion, qui est mon signe solaire, lunaire, Pluton et Mercure également. Du coup, un signe assez fort pour moi. Et dans plusieurs traditions ésotériques, les nouvelles lunes dans notre signe solaire sont réputées pour être un bon moment pour faire de l'introspection. Du coup, j'avais décidé de profiter de cette nouvelle lune pour faire un voyage sous LSD et MDMA. De base, j'avais pas prévu de prendre de la MDMA, mais j'en ai reçu à mon anniversaire, alors je me suis dit on va l'inclure aussi dans le voyage. Et j'avais prévu de faire de l'introspection, mais j'avais pas prévu spécifiquement d'aller voir mon bébé intérieur. En général, j'aime bien me laisser porter et laisser émerger ce qui vient. Mais là, juste au moment où je préparais la pièce, où je préparais le cadre, où je voulais faire mon voyage, j'ai vu la caisse avec les objets et j'ai vu le petit bébé qui était posé dedans, auquel j'avais pas repensé depuis plusieurs semaines. Et je me suis dit, c'est la période de mon anniversaire, c'est un bon moment pour essayer d'aller travailler avec lui, d'aller voir ce que je peux guérir en lui. C'est une partie de moi que j'ai beaucoup de peine à aller visiter en temps normal. Alessandra, ma colocataire, me dit tout le temps d'aller lui parler, d'aller le voir. Et franchement, j'ai vraiment de la peine. Je me sens vraiment déconnecté de lui en fait. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion, on va aller travailler avec le bébé intérieur, le petit Toto. Et ce qui s'est passé, au final, ça a été vraiment un trip très très fort, très révélateur pour moi. Et au final, j'ai passé la nuit à me reconnecter à lui, à jouer avec lui, à fêter sa naissance avec lui, à fêter le fait qu'il était venu au monde,
chose que j'avais jamais vraiment ressenti pour une fête pour moi-même. À fêter le fait aussi que, que malgré toutes les années de galère, de dépression et d'envie suicidaire que j'ai traversé, bah, j'en suis arrivé à mes 35 ans à me dire qu'au final la vie c'était pas si mal et que ça valait même la peine de la fêter. Du coup, on a vraiment passé une bonne nuit avec Toto. Et également, ce que je me suis permis de faire, que je m'étais jamais permis de faire, en fait, c'est de ressentir la colère que ce bébé avait ressenti au fait qu'on l'abandonne pendant une semaine. Parce que même si c'était pas un abandon dans le sens où ma mère avait prévu de revenir, elle savait qu'elle revenait, c'était pas comme elle m'abandonnait. Mais le bébé, lui, il l'a vécu comme un abandon. Et au final, l'intention de ma mère, on s'en fout, elle a aucune importance. Ce qui est important, c'est la manière dont le bébé l'a ressenti, la manière dont moi je l'ai ressenti à cette époque, et la manière dont ça s'est imprégné dans mon inconscient à cette époque. Et pour moi, ça a été vécu comme un abandon. Par le passé, j'avais déjà eu une fois lors d'un autre trip de LSD, j'avais revécu ce moment et j'avais entendu dans ma tête la voix de bébé Toto qui disait « Pourquoi est-ce que tu pars? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Et en fait, à partir de ce moment-là, moi, dans ma vie, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment internalisé, surtout dans mon rapport aux femmes, qu'en fait, je n'étais pas suffisant, j'étais pas digne d'amour, et que de toute manière, elle m'abandonnait, elle n'était pas intéressée à être avec moi, que ce soit en tant qu'ami, partenaire, mère aussi en l'occurrence. Même si par la suite, ma mère m'a toujours soutenu tout le cours de ma vie. Elle a toujours été présente pour moi, elle a toujours essayé de m'aider. Mais au final, cette blessure était là, elle a jamais été guérie et c'est elle qui a réellement défini mon rapport aux femmes. Et en fait, je pense, de par le fait que ma mère m'ait toujours soutenu en dehors de cet événement, bah, je m'étais jamais autorisé à dire oui, j'ai souffert, c'est un événement qui m'a fait souffrir et j'ai de la colère par rapport à ça. J'ai le droit de ressentir que tu n'aurais pas dû partir. J'ai le droit de ressentir que c'était quelque chose qui m'a blessé, qui a été douloureux. Et là, pendant la nuit, vraiment, c'est drôle, hein, c'est ridicule peut-être pour certains, mais au final, je me suis vraiment permis, j'étais là avec le bébé Toto, ouais, oh, pourquoi tu m'abandonnes, oh, je suis énervé, oh non. Et au final, tout ce que c'était, à ce moment-là, j'étais quand même sous LSD et sous MDMA, du coup, j'avais les sentiments qui ressortaient de manière très forte. Et lui, c'était plus qu'un jouet, c'était un symbole. Et je lui ai permis d'exprimer cette colère, ce qui m'a fait du bien, je pense. Et au cours de cette nuit, je me suis rendu compte en fait que par rapport aux femmes, j'étais vraiment toujours resté dans une position de bébé où j'aime inconditionnellement, peu importe la manière dont la personne me traitait. Du moment que j'avais décidé que je l'aimais vraiment de manière inconditionnelle, ce qui m'a amené à rester dans des positions de couple assez douloureuses. Et en fait, j'ai compris, c'est parce que j'étais resté au niveau du bébé. Et le bébé, bah, il aime sa mère inconditionnellement. Il aime sans être proactif en fait. Et ça, je me suis aussi rendu compte que c'est parce que j'étais resté dans cette position de bébé par rapport aux femmes que, par exemple, j'ai jamais vraiment cherché à séduire des femmes. Toutes les fois où j'ai été en couple, c'est plus ou moins la fille qui m'a fait comprendre qu'elle voulait être en couple et qui m'a sauté dessus. Par moi-même, j'ai jamais ce côté proactif de séduire l'autre. Justement parce que je suis resté au niveau de la blessure, j'étais resté au niveau de la blessure du bébé qui aime inconditionnellement et qui attend qu'on lui rende l'appareil sans qu'il n'y ait aucun jeu de séduction ou autre qui rentre en place.
Et puis, pareil au niveau du travail, en fait, de la société. Je suis vraiment tout le temps resté dans cette position où j'ai pas incarné ma puissance. Et je viens d'une famille qui a quand même un peu d'argent et des parents qui m'ont toujours soutenu financièrement. Ce qui m'a beaucoup aidé je pense, à pas partir complètement en vrille. Parce que sinon, j'aurais vraiment pas réussi à fonctionner dans la société pendant une époque. Par contre, ça m'a aussi permis, pendant très longtemps, de rester en fait en position de bébé. Parce que même si je travaillais pas, même si j'arrivais pas à fonctionner dans la société, en fait j'avais de l'argent qui m'était fourni par mes parents, un lieu où vivre qui m'était fourni par mes parents. Et au final, j'avais pas besoin de confronter cette part de moi en fait. Et du coup, c'est ce qui est ressorti pendant cette première nuit le 1er novembre. Et après, j'ai ressenti vraiment un lien avec bébé Toto. Je me suis dit, tout n'est pas encore réglé, j'ai encore envie de travailler avec lui, j'ai encore envie de recréer ce lien perdu avec cette partie de moi-même. Du coup, je l'ai pris et je l'ai mis à côté de mon lit, près de mon oreiller. Comme ça, on a dormi ensemble. Et régulièrement, j'essaye d'interagir avec ce symbole pour vraiment recréer le lien. Et puis ensuite, il y a eu environ 2 semaines où j'ai été un peu malade, où j'ai eu pas mal de travail, des difficultés avec mes chiens. Mes chiens s'est blessé à l'œil, du coup il a dû avoir une opération et tout. Du coup, c'était 2 semaines assez difficiles où je me sentais pas très bien et où j'ai pas fait de vidéo d'ailleurs pour ma chaîne et où j'ai un peu oublié bébé Toto de nouveau. Je l'ai un peu mis de côté et je suis un peu retombé dans mes blessures, le côté un peu dépressif. Et le 15 novembre, j'ai retrouvé des amis pour 3 jours d'ayahuasca. Et là aussi, mon intention en y allant était justement de continuer à guérir cette partie de moi qui était toujours identifiée à ma petite enfance, à ma blessure de bébé. Et ce qui s'est passé au final pendant la première nuit d'ayahuasca, c'est que... Et donc, ce qui s'est passé durant cette première nuit d'ayahuasca, c'est qu'après avoir bu le verre, j'ai commencé à sentir une chaleur me monter du ventre, monter à la poitrine et chauffer comme un soleil. Et j'ai eu le sentiment que c'était un feu intérieur qui brûlait mes peurs, qui brûlait mes blocages et qui me nourrissait d'une force de vie. Alors j'ai demandé à l'ayahuasca de continuer à le faire de plus en plus fort, de chauffer autant qu'elle le pouvait, ce qu'elle a fait. Et très rapidement, c'est devenu tellement chaud que j'en pouvais plus. Et je lui ai demandé de ralentir un peu, de calmer un tout petit peu le jeu. Ce qu'elle a fait aussi. Mais très peu de temps après ça, c'était trop, vraiment j'en pouvais plus. Et je pense qu'elle avait déjà brûlé beaucoup de blessures ou de blocages. Du coup, j'ai eu besoin de vomir, ce que j'ai fait. Et après ça, je me suis senti très libéré. Vraiment, j'avais chaud, je me sentais bien. Et je me suis dit, j'avais plus tellement d'effets dans le sens où j'avais plus de vision, j'avais pas de compréhension particulière, j'avais juste ce sentiment de bien-être, de chaleur en moi. Alors je me suis dit, ce que je vais faire, c'est... J'avais pas pris bébé Toto avec moi parce que, pour être honnête, j'avais pas osé. J'avais eu un peu honte de me ramener avec mon bébé comme ça à ma soirée d'ayahuasca. Au final, j'aurais dû le faire honnêtement, mais sur le moment, j'avais pas osé le faire, du coup, je l'avais pas pris. Ce que j'ai regretté. Mais à la place, je l'ai simplement imaginé, posé sur ma poitrine,
posé contre cette chaleur. Et j'ai passé le reste de la nuit à essayer de me reconnecter à lui, à essayer de le rassurer, de lui montrer qu'il n'était pas seul, que moi, j'étais là pour lui. Et ah oui, ce qui s'est passé aussi d'intéressant un petit peu plus tôt, c'est que avant d'avoir eu cette chaleur comme ça qui est montée, à un moment, j'ai vraiment eu, au contraire, j'avais très froid et j'ai vraiment eu le sentiment que j'étais un bébé et que j'étais seul et abandonné. Et à ce moment-là, j'étais un peu posé comme ça sur le canapé, j'étais pas très bien et je me suis dit je vais appeler mon ami qui gérait la cérémonie juste pour lui exprimer ça parce que je savais que c'était un processus interne que je devais vivre par moi-même. Mais je me suis dit, ma blessure de bébé Toto, c'est que je me sentais seul et que j'ai toujours le sentiment en fait que j'étais seul et que je devais tout faire par moi-même. Et là, je me suis dit, ne reproduis pas ce schéma, ose demander de l'aide, ose juste exprimer, ah voilà, j'ai ça en moi, ce que j'ai fait. Et au final, il est venu, il m'a juste dit, bon, c'est ton processus, tu dois le gérer par toi-même. Mais il m'a mis un petit matelas par terre. Du coup, j'ai pris ma couverture, je me suis mis sur le matelas. J'étais bien au chaud sous ma couverture. Et c'est à ce moment-là où en fait j'ai compris que c'était moi qui devais le rassurer. Mais au début, j'étais trop dans ma blessure pour comprendre que c'était ma place. J'ai eu besoin juste de savoir que cette personne était là. Au cas où ça allait pas, quelqu'un était là pour moi aussi. Et juste en fait le fait qu'il m'ait mis le petit matelas par terre, ça m'a permis de plus me sentir complètement seul et abandonné. Et à partir de ce moment-là, de me dire ah en fait c'est moi qui dois renouer avec ce bébé intérieur. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui dois lui apporter cet amour. Et à partir de là, j'ai eu l'expérience avec la chaleur et la lumière. Et donc, tout le reste de la nuit, on a passé la nuit ensemble à renouer le lien. Et c'est plus ou moins tout ce qui s'est passé cette première nuit. Mais c'était très fort, ça m'a vraiment fait du bien. La deuxième nuit, j'ai repris un verre et là, j'ai de nouveau ressenti cette chaleur, cette lumière se répandre partout en moi. Pas uniquement dans la poitrine, mais vraiment l'entièreté de mon cœur était brûlante, était en train de, comme d'être baigné dans un feu d'amour. Et du coup, je me suis dit, ah bon, bah je vais continuer ce processus de reconnexion avec mon bébé intérieur. Et puis aussi, ce que j'ai fait pendant un moment. Et pendant la journée, avant d'avoir pris l'aya, je lisais un livre qui est la Sutra de la reconnaissance, traduite et commentée par Christopher Wallis, qui est vraiment un très très bon livre, qui franchement m'aide énormément. Et dans ce livre, il parle d'une manière de digérer les émotions et les énergies qu'utilisaient les tantrikas à l'époque. Je pense que je ferai une vidéo à l'occasion spécifiquement sur cette technique parce que c'est un peu trop long pour en parler ici. Mais pour faire court, le but c'est de laisser émerger une émotion en nous, une blessure, un ressenti, et de le laisser émerger de manière aussi ouverte que possible. Et ce qu'il faut comprendre par ouvert, c'est une absence de résistance, une absence d'attachement, une absence de jugement. C'est juste laisser l'émotion, aussi douloureuse qu'elle puisse être, nous envahir pleinement, être pleinement en nous, tout en n'étant pas identifié à elle. C'est-à-dire que par exemple, si on visite une émotion qui nous rend triste, le but c'est de ressentir cette tristesse autant que possible, mais sans tomber dans cette tristesse, sans qu'elle nous happe en elle, et que du coup on commence à
à la subir. Et j'avais trouvé ça très intéressant en lisant le livre l'après-midi. Et pendant l'AIA, je me suis dit, je vais profiter de cette chaleur qui m'habite, qui brûle à l'intérieur de moi, qui est comme une force de vie à l'intérieur de moi, purificatrice d'une certaine manière, pour aller revisiter des blessures que j'ai eues par le passé et essayer de les dissoudre de cette manière. Parce que dans cette tradition tantrique, le but c'est vraiment en fait, une fois qu'on arrive à laisser cette émotion nous habiter sans aucune résistance, en fait elle se dissout, elle est digérée par nous naturellement et elle disparaît, elle est transmutée en fait. Pour eux c'est un moyen de transmutation. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai été revisiter la blessure par exemple quand j'étais jeune, j'avais un ami, je pense de 5 à 10 ans environ, qui était mon seul ami avec qui je faisais tout avec. Et à l'adolescence, on a pris des chemins un peu différents. Et du coup, moi j'avais ressenti un peu du jour au lendemain qu'il m'avait un peu abandonné, que je faisais pas partie des ados assez cool pour traîner avec. Et ça m'avait toujours beaucoup blessé, du coup j'ai été revisiter ça, j'ai réussi à le laisser émerger, j'ai réussi à le laisser se dissoudre. Et je me sentais bien, alors je me suis dit je vais faire ça avec d'autres blessures. J'ai essayé de visiter des blessures par rapport à mon ex-femme, enfin plein de choses. Et toutes elles se dissolvaient assez facilement, j'arrivais à les vivre. Du coup, vraiment agréable. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée d'aller visiter la blessure du fait de ne pas être reconnu. Parce que pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au Human Design, qui est, je trouve, une manière d'observer l'humain vraiment intéressante pour essayer de comprendre des processus différents que chacun peut avoir. Et dans le Human Design, moi je suis projecteur. Et d'après le Human Design, la blessure principale des projecteurs, c'est de n'être pas reconnu en fait, de ne se sentir pas reconnu. Et c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai toujours senti, que ce soit par rapport à la société, l'école ou les femmes. J'ai vraiment toujours eu cette sensation que ma valeur n'était pas vue. Et je me suis donc dit, on va inviter cette blessure à venir en moi, à essayer de l'amener à se dissoudre, ce que j'ai fait. Sauf que là, contrairement avec les autres blessures, je sais pas, peut-être 5 secondes après l'avoir fait, j'ai commencé à avoir mal au ventre, j'ai senti qu'il y avait une contraction vraiment au niveau de l'ayahuasca. Et juste après ça, j'ai purgé, j'ai dû aller aux toilettes, j'ai eu une méga diarrhée alors que je me sentais vraiment super bien juste avant d'invoquer cette blessure. Et j'ai vraiment ressenti que qu'en faisant ça, en fait, ça avait permis à l'ayahuasca de digérer une partie de cette blessure et de l'évacuer. J'ai pas le sentiment qu'elle a été entièrement digérée et évacuée parce que c'est vraiment une blessure très profonde. Mais en tout cas, une partie de cette blessure l'a été. Ce qui était très positif pour moi, de nouveau. Et ensuite, une fois que je suis revenu des toilettes, les effets étaient moins forts de l'ayahuasca. C'est souvent le cas après qu'on ait purgé. Et du coup, je me suis juste dit, je vais continuer à essayer de renouer ce lien avec bébé Toto, essayer de profiter de cette chaleur qui était toujours présente et juste de me laisser baigner dans le bien-être. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris ces derniers temps. C'est qu'en fait, moi, mon ombre, en fait, c'est la partie lumineuse de moi. Je l'ai vraiment jamais touché. J'avais même pas conscience que j'avais une partie lumineuse en moi pendant 33 ans de ma vie. J'en ai pris conscience pour la première fois à mes 33 ans pendant un trip de LSD que je raconterai dans une autre vidéo. Mais où, pour faire court, je me suis dissolu dans l'amour et la lumière. Et en fait, depuis ce moment-là, quasiment tous mes trips, que ce soit LSD ou ayahuasca, à chaque fois ce qui ressort, c'est des choses très positives. C'est de la chaleur, de l'amour, de la lumière.
Parce qu'en fait, la partie de moi que je voyais pas, c'était celle-là. L'ombre, les blessures, j'ai passé toute ma vie dedans. Et en fait, les psychédéliques, moi, c'est pas ça qu'ils ont besoin de me montrer. Souvent, les gens, c'est ça qu'ils vont rencontrer durant leur voyage. Parce qu'ils les regardent, c'est des parties d'eux-mêmes qu'ils regardent pas en face en temps normal. Qu'ils osent pas visiter pleinement. Moi, mon problème, c'était plus l'inverse. C'est qu'en fait, j'ai trop vécu dans l'ombre. J'ai trop vu mes blessures en permanence. Et j'ai jamais vu ma lumière. Donc maintenant, pendant les voyages, en tout cas, depuis 2 ans, c'est vraiment la lumière qui ressort. Et à chaque fois, j'essaie d'en profiter au maximum pour m'en imprégner, en fait. Et petit à petit, j'ai l'impression que j'apprends à me connecter à cette lumière dans la vie de tous les jours, en dehors des voyages psychédéliques, simplement parce que j'en prends connaissance de plus en plus à chaque fois que je voyage en moi-même à l'aide des psychédéliques. Donc pour le reste de la deuxième nuit, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à essayer d'invoquer cette chaleur et cette lumière en moi. Et ensuite, la troisième nuit, à nouveau, j'ai repris un verre. Et à nouveau, j'ai ressenti cette chaleur, cet amour dans lesquels je baignais. Et il y a une chose que j'ai compris, que j'ai trouvé très intéressante, c'est qu'en fait, depuis mon enfance, d'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu une voix en moi qui, je sentais, ne m'appartenait pas et qui régulièrement allait dire, par exemple, ah, c'est nul ce que tu vis, ou alors tue-toi, ou alors ta vie c'est de la merde, ou alors ça sert à rien. Enfin, toujours une voix très négative et qui émergeait à des moments, même par exemple, j'allais voir un concert, par exemple d'un musicien que j'aime beaucoup, et je passais un bon moment, et tout d'un coup cette voix apparaissait en moi, elle me dit non mais c'est de la merde, arrête de passer un bon moment. Et quand j'étais plus jeune, vraiment, cette voix, même si je savais qu'elle n'était pas représentative de ce que je vivais à ce moment-là, elle me gâchait les choses en fait. Du moment qu'elle émergeait, j'arrivais plus à profiter et je commençais à tourner en rond dans ma tête. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette voix qui apparaît, qui te dit c'est de la merde? Est-ce que vraiment c'est de la merde? Est-ce que pourquoi t'arrives jamais à rien en profiter? Pourquoi? Ça partait un peu en dégénérescence comme ça. Et sinon aussi plus jeune, par exemple, j'allais à l'école en train. Et pendant toute mon adolescence, c'était impossible pour moi d'aller sur un quai de gare sans avoir l'idée de me tuer en me jetant sur le train. C'était vraiment systématique et je prenais le train 4 fois par jour à cette époque, alors c'était un peu pénible. Et cette voix, en fait, j'avais jamais vraiment réussi à savoir d'où elle venait, qu'est-ce qu'elle représentait. Et pendant la nuit d'ayahuasca, je me suis dit, ah mais est-ce que c'est une énergie extérieure à moi, une sorte de parasite, de démon, pour ceux qui croient à ça? Ou qu'est-ce que c'est en fait? Je me suis dit, je vais essayer d'aller rencontrer cette voix et de voir ce qu'elle représente. Du coup, j'ai commencé à essayer d'interagir, de parler avec, de l'invoquer. Mais au final, ce qui est ressorti en fait, c'est que c'était la voix de bébé Toto qui arrivait pas à profiter de la vie en fait. Et ça fait sens parce qu'un bébé qui se sent abandonné et seul, c'est pas aller écouter un concert de musique, c'est pas passer une soirée avec des amis à boire des verres ou qui va lui permettre en fait de sortir de cette blessure-là, d'arrêter de se sentir abandonné, d'arrêter de se sentir mal. Et au fil des années, j'avais pris l'habitude de l'ignorer cette voix. J'avais appris à l'ignorer et elle venait de moins en moins souvent et quand elle venait, j'arrivais simplement à me dire perds pas ton temps à l'écouter, passe à autre chose. Et là, ce que j'ai compris pendant la nuit, en fait, c'est que oui, ça m'avait aidé de faire ça. Ça avait été bénéfique. Mais ça avait jamais réglé le problème, en fait. Ça avait pas réglé la source. Et même d'une certaine manière, ça réprimait encore plus ma blessure
et la repousser encore plus dans l'ombre, dans l'inconscient. Ce qui est rarement positif. Pour soigner les choses, vraiment, faut leur amener de la lumière, faut aller les regarder, les aimer. Et donc, pendant cette nuit d'ayahuasca, j'ai compris qu'elle venait de bébé Toto. Et je me suis dit, à partir de maintenant, la prochaine fois qu'elle apparaît, je vais pas l'ignorer, je vais pas faire comme si je l'entendais pas, mais je vais profiter de ce moment, de cette indication qu'à ce moment-là, il y a une partie de moi-même qui est bébé Toto qui souffre, pour en fait aller la rassurer. En fait, maintenant, pour moi, c'est devenu un indicateur des moments où mon bébé intérieur a besoin de ressentir de l'amour de ma part. Et ça m'est arrivé une seule fois de la entendre depuis le trip, il était il n'y a pas très longtemps. Mais tout de suite, j'ai utilisé cette occasion d'aller reconnecter avec bébé Toto. Et j'ai vraiment senti que ça avait fait du bien, que ça avait permis de guérir le mal-être qui était présent à ce moment-là en moi. Et je pense qu'à long terme, ça va vraiment être un procédé qui va me permettre de guérir cette blessure en fait. À chaque fois, j'aurai l'indication à travers cette voix que cette partie de moi souffre. J'irai la visiter, j'irai la rassurer, j'irai lui montrer l'amour que j'ai pour moi, pour lui. Et ça aussi, c'était très positif. Après ça, on a fini les 3 jours d'ayahuasca en groupe. Mais la personne qui organise est un ami. Et je lui ai demandé si je pouvais lui acheter de l'ayahuasca afin de pouvoir en prendre tout seul chez moi, quand j'avais envie de le faire. Et il a été d'accord, du coup j'ai acheté 6 verres. Et je suis rentré à la maison. La première nuit, j'ai rien repris, j'étais fatigué du voyage. J'ai retrouvé mes chiens, ma colocataire, du coup une petite soirée tranquille de repos. Et le lendemain, j'ai senti quand même que le processus, il n'était pas vraiment fini, que j'avais besoin encore de travailler là-dessus. En plus, moi, j'aime bien prendre des psychédéliques tout seul. Je sais qu'en général, j'arrive mieux à lâcher prise en étant seul. Donc, j'ai préparé ma pièce, mes musiques, et j'ai repris un petit verre le soir. Et là, en fait, ça a été un peu le couronnement de ces 3 jours. Ça a été la conclusion d'une certaine manière. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment senti enveloppé par l'ayahuasca. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti l'ayahuasca vraiment comme une conscience propre, une vie propre, quelque chose qui n'est pas juste une projection de mon mental ou de mes pensées, mais vraiment quelque chose qui est indépendant de moi. Et j'ai vraiment senti qu'elle m'enrobait d'un amour comme ça. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que les 3 jours précédents et ce jour-là de lumière, d'amour et de chaleur, en fait, c'était la gestation. J'étais en fait dans le ventre de ma mère, dans le ventre de l'ayahuasca pendant ces 4 jours. Et que elle m'enrobait en fait vraiment à la manière d'un bébé. Et à ce moment-là, je me disais, ah ouais, c'est super. En plus, j'avais commencé à vraiment dialoguer avec l'ayahuasca. Et j'avais l'impression qu'en lâchant complètement prise, en fait, j'avais plus besoin de vomir, je me sentais bien. C'était vraiment... J'avais rien à faire, j'étais comme un bébé juste dans ma chaleur comme ça. Et tout d'un coup, j'ai senti comme des contractions. Et c'est à ce moment-là où vraiment j'ai compris qu'en fait j'étais un bébé dans le ventre de l'ayahuasca et en fait j'ai revécu ma naissance. Non, c'est pas vrai, j'ai pas revécu ma naissance, j'ai vécu une nouvelle naissance, une renaissance. Où vraiment en fait les contractions que j'ai ressenties, c'était vraiment comme... En plus, c'était au moment où j'étais le plus
bien en elle en fait, où vraiment il faisait chaud, c'était agréable, j'avais aucune envie de sortir. Les contractions sont venues, ça m'a fait vomir. Et quand je dis ça m'a fait vomir, je crois que j'ai jamais autant vomi sous ayahuasca ou même non en dehors de l'ayahuasca. Et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un démon ou un mal, vraiment quelque chose de très noir, de très profond qui sortait à ce moment-là en vomissant. Euh, Énergétiquement, c'était vraiment très très lourd ce qui sortait. C'était pas juste désagréable du fait de vomir, mais vraiment il y avait quelque chose, waouh, impressionnant. Et du coup, en fait, en vomissant, c'est à ce moment-là où vraiment j'ai compris que c'était les contractions qui m'expulsaient comme un bébé du ventre et que je renaissais en fait et que je vomissais ma blessure par rapport à ma naissance, par rapport à ma mère. Et, et c'était vraiment très très fort émotionnellement. Et après ça, je suis resté tout le reste de la nuit sous ma couette, simplement j'avais toujours cette sensation de chaleur moins forte, mais quand même. Du coup, je suis resté sous ma couette comme ça et j'ai pensé à bébé, pensé à bébé Toto et je me suis simplement laissé digérer l'événement que j'avais vécu sans chercher à en vivre plus. Alors je peux pas vous dire à quel point ça va influencer ma vie future parce que ça remonte il y a 2 jours. Mais j'ai l'impression que ça a vraiment touché quelque chose de très profond en moi. Et le fait que ça se soit étalé comme ça sur plusieurs trips, ça sera un espace de quasiment 2 mois, tout tourné autour de ça. C'est assez impressionnant. Enfin, je sais pas si j'ai réussi à retransmettre la force de ce que c'était pour moi, mais ça l'était vraiment. Et j'ai l'impression que maintenant, ça va pouvoir me permettre justement, par rapport au travail, par rapport à la société, par rapport aux femmes, à en fait incarner ma puissance d'homme, ma puissance d'adulte, et de dépasser ce blocage que j'avais au niveau de l'enfance. D'ailleurs, autre chose que j'avais remarqué dernièrement, enfin que ma soeur m'avait fait remarquer, c'est que quand je parlais de femme, j'utilisais tout le temps le mot fille en fait avant. Et vous verrez si vous regardez d'anciennes vidéos de moi, c'est vrai, je parle tout le temps de fille, jamais de femme. Et je pense que c'est assez révélateur aussi au fait que j'étais resté bloqué dans cette enfance et qu'en fait, j'avais jamais actualisé le rapport que j'avais aux femmes. J'étais vraiment resté dans bébé Toto, dans mes blessures d'enfance par rapport aux filles. Et là, j'ai l'impression de le faire justement de moi incarner ma force d'adulte d'homme. Ça va aussi me permettre de changer mon rapport par rapport aux femmes et de voir en elles aussi la puissance d'une femme adulte. Et je suis assez curieux des changements que ça va apporter, que ce soit pour ma chaîne YouTube, que ce soit dans mon rapport aux autres. Mais j'ai vraiment le sentiment d'avoir débloqué quelque chose et que ça va me permettre de trouver la force qui me manquait pour vraiment réaliser mes projets et pour y croire en moi. Alors voilà. Pour le podcast avec Alessandra, on a pris un peu de retard parce que on était malades tous les deux. Notre chien a eu une opération. Enfin, c'était un mois difficile. Du coup, on n'a pas réussi à tenir l'idée d'en faire un par semaine. Mais le podcast n'est pas abandonné. On va s'y remettre prochainement. Pas forcément un par semaine, mais en tout cas, on va essayer d'en faire régulièrement. Alors, l'histoire n'est pas finie, dirons-nous. Voilà. Bah, j'espère que ça vous aura plu, intéressé. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos commentaires dans les commentaires. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous à tous. Merci. Bye bye.